Août 2008. Le son sec d'un marteau frappant une cloison résonne dans le silence oppressant du manoir Beaumont. La poussière danse dans les faisceaux de lumière qui percent l'obscurité de la pièce, une chambre d'enfant abandonnée depuis des années. C'est ici, dans cette aile oubliée de la propriété située au cœur de la vallée de la Chevreuse, que Julien, architecte de 32 ans, a entrepris de construire son avenir. Marié depuis peu à Claire, la cousine de la tristement célèbre Élise Beaumont, il s'est donné pour mission de transformer ce lieu chargé de souvenirs en un atelier lumineux, un espace de création tourné vers le futur. Chaque coup de masse est une tentative pour effacer le passé, pour briser les murs non seulement physiques, mais aussi ceux du silence qui emprisonnent la famille de sa femme depuis 7 longues années. Il ignore encore que certains murs ne renferment pas que du plâtre et de la brique. La pièce elle-même est un fantôme. Les meubles ont été enlevés il y a bien longtemps, ne laissant que des marques plus claires sur le papier peint jauni, spectre d'une vie interrompue. Julien, en tant que pièce rapportée dans la dynastie Beaumont, perçoit le poids de l'histoire sans en connaître les détails sordides. Pour lui, Élise n'est qu'un portrait sur la cheminée, une histoire triste que l'on raconte à voix basse lors des dîners de famille. La jeune héritière brillante et impétueuse qui a tout abandonné le soir de son mariage, en juin 2001, pour une destination inconnue. Une fuite romanesque, disait-on. Une blessure jamais refermée. En rénovant cette chambre, Julien espère offrir à Claire un nouveau départ, loin du mythe pesant de sa cousine disparue. Mais l'atmosphère du lieu semble résister, s'accrochant à chaque latte de parquet, et à chaque éclat de peinture. Un coup plus fort que les autres. Le bruit est différent, creux, mat. Le marteau a traversé le placo-plâtre derrière l'emplacement d'une vieille armoire encastrée, révélant non pas l'isolation ou la brique attendue, mais une obscurité béante. La curiosité l'emporte sur elle, élan destructeur. Julien pose ses outils, le cœur battant légèrement plus vite. Une odeur étrangesse échappe de la cavité, un mélange de poussière séculaire, de bois sec, et d'un parfum floral presque imperceptible, comme de la lavande oubliée. Il s'approche, écartant les débris de plâtre avec précaution. Ce n'est pas un défaut de construction. Était intentionnel. Quelqu'un avait construit un faux fond, un espace secret dissimulé à la vue de tous, et il venait de le mettre à jour par le plus pur des hasards. Avec ses doigts couverts de poussière, il agrandit l'ouverture, son esprit d'architecte, analysant la structure. La cachette est peu profonde, juste assez pour dissimuler quelque chose de plat. À l'intérieur, dans la pénombre, il distingue une forme rectangulaire, enveloppée dans ce qui ressemble à du papier de soie jauni par le temps. Le paquet est léger, presque immatériel. Avec une délicatesse qui contraste avec la brutalité de son travail précédent, il glisse la main dans l'interstice, et saisit l'objet. Il le ramène lentement vers la lumière, comme un archéologue exhumant une relique fragile d'un tombeau. Le papier est si cassant qu'il menace de se désintégrer au simple contact. Qu'est-ce que quelqu'un aurait pris la peine de cacher avec autant de soin dans la chambre d'une jeune fille, pour ensuite l'abandonner pendant 7 ans? Il dépose le paquet sur le sol et en défait délicatement les bords. Le papier de soie se déchire, révélant une cascade de dentelle ancienne d'une finesse extraordinaire. C'est un voile. Un voile de mariée. Une pièce magnifique, visiblement transmise de génération en génération, dont la blancheur a viré à l'ivoire avec les années. Julien le reconnaît immédiatement. Il l'a vu sur les photos du mariage avorté d'Élise, celle que Claire garde dans une boîte au fond d'un tiroir, comme un mémorial privé. C'est le voile qu'Élise aurait dû porter pour le reste de la soirée, mais qui, selon la version officielle, a disparu avec elle. Le trouver ici, emmuré, contredit tout ce que l'on croyait savoir. Ce N n'était pas un objet emporté dans une fuite précipitée. Était un secret délibérément enfoui. Alors qu'il soulève le tissu délicat, un petit morceau de papier plié en 4 glisse, et tombe sur le plancher poussiéreux. Il est de la même couleur que le voile, jauni et fragile. Une note. La présence du voile était déjà troublante. Mais cette note transforme la découverte en quelque chose de bien plus inquiétant. Un voile peut être un souvenir que l'on cache, un symbole d'un bonheur perdu. Mais une note dissimulée à l'intérieur est un message, une communication qui n'a jamais atteint son destinataire. L'air dans la pièce semble soudain se raréfier, la température chuter de plusieurs degrés. Julien sent un frisson parcourir son échine. Le passé N n'était pas simplement endormi dans ses murs, il attendait. Et ce petit bout de papier en était la clé. Il le ramasse, ses doigts tremblant légèrement. Pendant un instant, il hésite. Déplier cette note, c'est violer une intimité, c'est rouvrir une plaie que tout le monde, y compris sa propre femme, s'est efforcé de laisser cicatriser. La famille Beaumont avait construit sa paix sur une histoire simple.
La fugue d'une jeune femme trop fragile pour ses responsabilités. Une tragédie personnelle, mais une tragédie sans crime ni coupable. Mais ce voile caché, cette note secrète, tout cela suggère une toute autre version des faits. Une version plus sombre, plus complexe, où Élise N. était peut-être pas celle qui avait fui, mais celle que l'on avait fait taire. La loyauté envers Claire lui crie de ne pas aller plus loin, mais son instinct, sa soif de logique et de vérité, le pousse à continuer. Il déplie le papier avec une infinie précaution, l'encre bleue a pâli mais l'écriture est encore lisible, élégante et pressée. Quelques mots seulement, mais des mots qui font voler en éclats 7 années de certitude. Au débarcadère à minuit. Loin de lui. Apporte les documents. Je t'attends. -A. Chaque mot est une détonation. Le débarcadère? Il y en avait un au bord du lac, sur la propriété. Loin de lui? De qui parlait-elle? De son fiancé, Antoine? D'un autre? Et ces documents? Cela ne ressemblait pas à la préparation d'une escapade amoureuse, mais plutôt à une transaction. Un échange crucial. Et enfin cette initiale. A. Un complice? Un amant? Un sauveur? La théorie de la fugue impulsive venait de s'effondrer. Le poids de sa découverte s'abat sur Julien avec la force d'un coup de masse. Ce qu'il tient entre ses mains n'est pas une simple curiosité familiale. C'est une pièce à conviction. Une preuve que la disparition d'Élise Beaumont, d'N, n'était pas ce qu'elle semblait être. La poussière qui flotte dans la pièce n'est plus seulement celle du plâtre. C'est celle de 7 années de mensonges et de secrets. Le silence du manoir Beaumont N n'était pas celui du deuil, mais celui de la dissimulation. En abattant ce mur, il n'a pas seulement commencé la rénovation d'une pièce, il a déclenché quelque chose d'irréversible. Le passé, emmuré et silencieux, vient de se réveiller, et il est sur le point de crier sa vérité. Et Julien sait, avec une certitude glaçante, que plus rien ne sera jamais comme avant. Le silence dans la pièce devint assourdissant, rompu seulement par le battement sourd de son propre cœur dans sa poitrine. Julien resta figé, le petit morceau de papier jauni tremblant entre ses doigts couverts de poussière. Chaque mot de la note semblait s'imprimer directement dans son cerveau, court-circuitant toute pensée rationnelle. Au débarcadère à minuit. Loin de lui. Apporte les documents. Je t'attends. -A. Ce N n'était pas les mots d'une jeune femme fuyant un mariage sur un coup de tête. C était un plan. Une conspiration. Une fuite organisée avec une précision glaciale, empreinte d'une urgence et d'une peur palpable. L'air qu'il respirait semblait soudain plus lourd, chargé des 7 années de secrets que ce mur avait gardés. Le voile, étalé à ses pieds sur le plancher poussiéreux, N, était plus une relique romantique. Il était devenu la première pièce d'un puzzle macabre. Une vague de froid intense le submergea, malgré la chaleur moite de cette journée d'août. Son esprit, habituellement si cartésien, si structuré par la logique de l'architecture, luttait pour trouver une explication plausible, une alternative moins sinistre. Peut-être était-ce un jeu, une mise en scène élaborée entre Élise et une amie dont l'initiale était A. Peut-être que les documents N étaient que des lettres d'amour ou un journal intime. Mais cette tentative de rationalisation s'effondra face à la phrase « loin de lui ». Le pronom était chargé d'une menace implicite, d'une présence masculine dont il fallait échapper à tout prix. Ce N n'était pas un jeu. C était un appel à l'aide qui n'avait jamais été entendu, un rendez-vous qui, il le sentait au plus profond de lui, n'avait jamais eu lieu. La poussière dans l'air semblait se composer des cendres d'une vérité brûlée. Il se releva lentement, le dos raide, la note toujours pincée entre son pouce et son index, comme si elle pouvait le brûler. Il se sentait soudain comme un intrus, un profanateur de tombes. En abattant ce mur, il n'avait pas simplement ouvert un espace pour son futur atelier, il avait brisé un sceau. Ce secret N n'était pas le sien. Il appartenait à la famille Beaumont, à sa femme Claire, à cette dynastie dont il ne faisait partie que depuis quelques mois. Le poids de cette découverte était écrasant. Que devait-il faire? Remettre la note et le voile dans la cachette, reboucher le trou et prétendre que rien ne s'était passé? L'idée le traversa, tentante et lâche. Protéger Claire, préserver la paix fragile de cette famille déjà marquée par le deuil. Mais il savait que était impossible. La vérité, une fois exhumée, ne pouvait pas être réenterrée si facilement. Son regard se porta sur la fenêtre, vers les jardins impeccablement entretenus du manoir. Tout N était qu'ordre et beauté, une façade parfaite dissimulant des fondations pourries. L'image qu'il était faite d'Élise,
celle d'une âme sensible et instable, vola en éclats. La femme qui avait écrit cette note était déterminée, courageuse, et elle avait peur. Elle ne fuyait pas ses responsabilités, elle fuyait une personne. Lui, Antoine, le fiancé est conduit. Son propre père, le patriarche Henri Beaumont, dont l'autorité écrasante était palpable même 7 ans plus tard, ou quelqu'un d'autre, une ombre tapie dans les coulisses de cette tragédie. Chaque membre de la famille Beaumont devenait soudain un suspect potentiel, chaque sourire lors des dîners de famille, un masque potentiel. Le manoir tout entier se transformait sous ses yeux en une scène de crime potentiel. La première personne qui lui vint à l'esprit fut Claire, sa Claire. Comment allait-elle réagir? Pour elle, Élise était un souvenir douloureux, un mélange d'admiration et de tristesse. Cette note allait non seulement rouvrir la blessure, mais l'infecter de doutes et de suspicions. Julien ressentit un élan protecteur féroce. Il voulait la préserver de cette laideur, de cette vérité potentiellement destructrice, qui menaçait de faire s'effondrer l'édifice de sa famille. Lui montrer cette note, était la forcer à regarder en face la possibilité que les personnes qu'elle aimait et respectait étaient peut-être des monstres. L'idée de lui causer une telle peine le paralysait. Pendant un instant, le silence de la dissimulation lui parut préférable au chaos de la vérité. Il se voyait déjà refermer le mur, le secret à nouveau emprisonné. Mais son intégrité d'homme et sa rigueur d'architecte se rebellèrent. On ne construit pas un avenir solide sur des mensonges. Ignorer cette note serait une trahison, non seulement envers la mémoire d'Élise, mais aussi envers sa propre conscience. Cette jeune femme avait laissé un dernier message, une bouteille à la mer lancée juste avant le naufrage. Et c'est lui, par le plus pur des hasards, qui l'avait trouvée. Il avait désormais une responsabilité. Une responsabilité envers une morte qu'il n'avait jamais connue, mais dont le destin venait de s'enchevêtrer inextricablement au sien. Il ne pouvait pas la laisser crier dans le vide une seconde fois. Le silence avait assez duré. 7 ans de silence, étaient 7 ans de trop. La justice, même tardive, méritait d'être entendue. Il replia soigneusement le papier, le geste précis et délibéré. Il ramassa le voile avec une délicatesse infinie. Le tissu, si léger, lui semblait peser 1 tonne. Était le poids de la vérité. Il sentit une nouvelle détermination s'installer en lui. La peur était toujours là, mais elle était maintenant supplantée par une résolution froide. Il était plus seulement Julien, l'architecte, le mari de Claire. Il était devenu, malgré lui, le gardien d'un secret et le premier maillon d'une chaîne d'événements qu'il ne pouvait plus arrêter. Le passé de la famille Beaumont était plus une histoire qu'on lui racontait. Était un mystère qu'il devait aider à résoudre. Il comprenait que sa vie, et celle de sa femme, venaient de basculer de manière irréversible. Le débarcadère. Les mots résonnaient dans sa tête. Il visualisa la vieille structure en bois au bord du lac, à l'autre bout de la propriété. Un lieu romantique pour les promenades estivales, qui prenait désormais une connotation sinistre. Était là que tout devait se jouer. Était le point de rendez-vous. En regardant par la fenêtre, il pouvait presque l'apercevoir à travers les arbres. Ce lieu était plus seulement un élément du paysage. Était une coordonnée géographique précise dans une histoire de trahison et de peur. Il savait qu'il devrait s'y rendre, qu'il devrait marcher sur les mêmes planches de bois que Guy. Élise avait peut-être foulé cette nuit-là, en attendant un sauveur qui, était peut-être jamais venu. Chaque détail du domaine Beaumont devenait une pièce à conviction potentielle. Il quitta la chambre d'Euta, Élise, refermant doucement la porte derrière lui comme pour sceller un pacte. Le chantier était terminé pour aujourd'hui. Un autre chantier, bien plus complexe et dangereux, venait de s'ouvrir, la déconstruction du mensonge familial. Il tenait les outils entre ses mains, un voile de mariée et une note manuscrite. Il allait devoir les utiliser avec une prudence infinie. Son premier pas serait de parler à Claire, non pas pour l'accuser ou l'effrayer, mais pour chercher en elle les clés qu'elle seule pouvait détenir. Elle connaissait les personnages, les dynamiques, les secretus. Elle était la mémoire vivante de cette époque, et il avait besoin d'elle. Il devait la convaincre de regarder la vérité en face, même si celle-ci menaçait de les engloutir tous les deux. La promesse implicite de cette découverte était vertigineuse. Ce était pas seulement l'histoire d'une disparition qui allait être réécrite. Était l'identité même de la famille Beaumont qui était en jeu. La fortune, la réputation, le pouvoir, tout ce qui semblait si solide et immuable, reposait peut-être sur un crime inavoué. Julien comprenait que la question était plus de savoir où Élise était partie, mais qui l'avait empêchée de partir. La noce interrompue de 2001 n'était pas la fin de l'histoire.
Mais le prologue sanglant d'un drame dont le dernier acte était sur le point de commencer, 7 ans plus tard, avec un simple coup de marteau dans une cloison. Le silence était rompu, et le son de la vérité risquait d'être assourdissant. Il rangea le voile et la note dans un sac de chantier, les dissimulant sous une veste. En descendant l'escalier majestueux du manoir, chaque portrait d'ancêtre semblait le suivre du regard. Le silence de la maison N était plus paisible, il était lourd de non-dits, vibrant d'une tension accumulée depuis des années. Il savait que le chemin à venir serait périlleux, qu'il risquait de perdre l'amour de sa femme, la sécurité de son foyer, et peut-être même plus. Mais reculer N était plus une option. La boîte de Pandore était ouverte, et son contenu, fait de secrets, de mensonges et de peurs, était sur le point de se répandre sur le domaine Beaumont. Il N était plus question de rénover une pièce, mais de démolir une façade pour voir ce qui se cachait derrière. Mais ce N était que le début de ce qui allait suivre. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner pour ne rien manquer. Activez la cloche, et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Que feriez-vous dans une telle situation? Pensez-vous que vous pourriez supporter le poids d'un tel secret? Pour comprendre le poids de ce voile et de cette note, il faut remonter le temps. 7 ans en arrière, en juin 2001. Le manoir Beaumont, niché au cœur de la très chic vallée de la Chevreuse, nain, n'était pas un lieu de silence et de souvenirs, mais le centre névralgique d'un empire industriel. Les Beaumont étaient plus qu'une famille riche. Ils étaient une dynastie, un nom synonyme de pouvoir et d'influence dans les cercles parisiens. La propriété elle-même, avec ses hectares de parc impeccablement entretenus, sa façade en pierre de taille et ses intérieurs somptueux, était une déclaration. Chaque meuble ancien, chaque tableau de maître, chaque argenterie gravée aux armoiries familiales, racontait une histoire de succès et de tradition. Une tradition que nul N était censé remettre en question, et surtout pas un membre de la famille. Était un monde où les apparences étaient tout, et où les secrets étaient le mortier qui tenait les murs. Au sommet de cette dynastie régnait Henri Beaumont, le patriarche, un homme d'une 60aine d'années assez clé, époque dont le charisme public cachait une poigne de fer. Il avait bâti sa fortune sur des décisions impitoyables, et dirigeait sa famille avec la même autorité absolue. Pour lui, la loyauté et l'obéissance N n'étaient pas des options, mais des devoirs. Sa fille, Élise, était à la fois sa plus grande fierté et sa plus grande source d'inquiétude. Il l'avait façonnée pour lui succéder, lui offrant la meilleure éducation et l'intégrant très tôt aux affaires. Mais, il avait sous-estimé sa propre création. Il voyait en elle un esprit brillant, mais aussi une volonté indomptable, qui menaçait de dévier de la trajectoire qu'il avait méticuleusement tracée pour elle. Leur relation était un champ de bataille feutré, un duel d'intelligence où l'amour paternel se mêlait à une lutte de pouvoir constante. Élise Beaumont à 24 ans, N, n'était pas la jeune femme fragile que la légende familiale décrirait plus tard. Elle était une force de la nature. Énergique, passionnée, dotée d'un sens des affaires qui surprenait les collaborateurs les plus aguerris de son père. Elle avait une vision pour l'entreprise Beaumont, une vision plus moderne, plus éthique, qui entrait souvent en conflit avec les méthodes de la vieille garde incarnée par Henri. Elle aimait le luxe dans lequel elle avait grandi, mais elle étouffait dans cette cage dorée. Son mariage imminent N était pas seulement une union personnelle, était une manœuvre stratégique orchestrée par son père pour consolider des alliances. Élise jouait le jeu, mais ceux qui la connaissaient bien savaient qu'elle préparait sa propre partie, un coup d'éclat qui allait redéfinir son avenir et celui de l'Empire. Elle N était pas du genre à fuir. Elle était du genre à conquérir. Le fiancé, Antoine de Valois, était la pièce maîtresse du plan d'Henri. Issu d'une famille respectée, bien que moins fortunée, il était le gendre idéal sur le papier. Ambitieux, élégant, et surtout, malléable. Henri voyait en lui un allié qui saurait gérer les impulsions de sa fille, une fois qu'ils seraient mariés. Publiquement, Antoine et Élise formaient le couple parfait, leur union célébrée dans les pages des magazines mondains, comme le mariage de l'année. En privé, leur relation était bien plus complexe. Antoine était sincèrement épris de l'image d'Élise, de sa beauté et de son statut, mais il était déconcerté et souvent intimidé par son intelligence acérée et son indépendance farouche. Il y avait entre eux une tension palpable, le fossé entre ce que leur union devait représenter, et ce qu'elle était réellement, un arrangement fragile sur le point de se briser. Dans ce tableau, Claire, la cousine Élise et future épouse de Julien, jouait un rôle discret. Orpheline élevée par les Beaumont, elle avait toujours vécu dans l'ombre écrasante de sa cousine. Là où Élise était solaire et audacieuse, Claire était lunaire et réservée. Son affection pour Élise était sincère, teintée d'une admiration qui confinait parfois à l'envie. Elle était la confidente silencieuse, celle à qui l'on ne disait pas tout,
mais qui observait et comprenait les dynamiques subtiles du pouvoir au sein du manoir. Elle connaissait mieux que quiconque la pression qu'Henri exerçait sur sa fille, et les aspirations secrètes, dit Élise à une autre vie. Sa position de spectatrice privilégiée lui donnait une perspective unique sur le drame qui se nouait, une connaissance qu'elle enfouirait profondément pendant 7 longues années, par loyauté ou peut-être par peur. Le 15 juin 2001 fut l'apogée de la mise en scène des Beaumont. Le manoir avait été transformé en un décor de contes de fées. Des centaines d'invités et le fleuron de la finance, de la politique et de l'aristocratie française se pressaient dans les jardins illuminés. Le champagne coulait à flots, l'orchestre jouait des valses, et tout N était que sourire et félicitations. Était une démonstration de force, un événement conçu pour asseoir le prestige de la famille et célébrer la continuité de la lignée. Mais sous le vernis de la perfection, l'air était électrique. Des témoins rapporteraient plus tard des conversations tendues, des regards fuyants. Élise elle-même, bien que resplendissante dans sa robe de créateur, semblait habitée par une fébrilité qui, n'était pas seulement celle d'une jeune mariée. Était le calme avant une tempête qu'elle s'apprêtait à déchaîner. Puis vers 23h45, Élise a disparu. La version officielle, rapidement adoptée par la famille et validée par une enquête superficielle, fut celle de la fugue. Une dispute violente avec Antoine aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La pression du mariage, le poids de ses responsabilités. Tout cela aurait été trop pour la jeune héritière. On a parlé d'une crise de nerfs, d'un départ impulsif, pour une destination inconnue. Peut-être avec un amant secret. Cette explication, bien que douloureuse, était acceptable. Elle faisait d'eau, Élise une victime de sa propre sensibilité, et non d'un acte criminel, préservant ainsi l'honneur et la réputation immaculée des Beaumont. Pendant 7 ans, cette histoire a été la vérité. Une tragédie romanesque, qui a ajouté une touche de mystère et de mélancolie à la légende familiale. Après cette nuit, un voile de silence est tombé sur le manoir Beaumont. La vie a repris son cours mais le cœur de la maison avait cessé de battre. L'aile où se trouvait la chambre d'eau, Élise fut fermée à clé, devenant un mausolée silencieux. Henri Beaumont s'est plongé dans le travail avec une férocité renouvelée, interdisant que le nom de sa fille soit prononcé en sa présence. Antoine, après avoir joué le rôle du fiancé et pleuré pendant un temps convenable, a refait sa vie. Et Claire a continué à vivre dans cette atmosphère pesante, gardant ses souvenirs pour elle. Le manoir est devenu un lieu de non-dit, un palais hanté non pas par un fantôme, mais par une absence. C'est dans ce décor figé, chargé de secrets et de chagrintus, que Julien, 7 ans plus tard, a décidé de faire entrer la lumière en abattant un mur. La vérité c'est que la nuit du 15 juin 2001 n'a pas été une rupture soudaine dans un ciel serein, mais l'aboutissement inévitable de mois de tensions souterraines. Les semaines précédant le mariage avaient transformé le manoir Beaumont en une poudrière. En surface, tout était que perfection. Les fleuristes composaient des arrangements somptueux, les traiteurs finalisaient des menus d'exception, et la presse people anticipait l'événement de l'année. Mais dans l'intimité du bureau d'Henri, l'ambiance était glaciale. Les conversations entre le père et la fille étaient plus des échanges affectueux, mais des négociations tendues, des bras de fer où chaque mot était une arme. Élise ne se préparait pas à devenir une épouse docile. Elle affûtait ses arguments pour la plus grande bataille de sa vie. Le mariage était pour elle qu'une date sur un calendrier, une échéance avant sa prise de pouvoir. Le climat était pas à la fête, mais à la guerre de succession. Le plan D, Élise était d'une audace folle, bien loin des rêveries d'une jeune femme amoureuse. Les fameux documents mentionnés dans la note n'avaient rien de romantique. Il s'agissait d'un dossier juridique méticuleusement préparé, avec un cabinet d'avocats d'affaires à Genève, à l'insu totale de son père. Ce dossier contenait des accords de transfert d'actions et des procurations qui, une fois signés par des alliés qu'elle avait secrètement ralliés au sein du conseil d'administration, lui donneraient le contrôle majoritaire de l'Empire Beaumont. Elle ne prévoyait pas de fuir avec un amant, mais de déposséder son père de son pouvoir absolu. Le rendez-vous au débarcadère était pas un départ pour une nouvelle vie, mais le point de ralliement pour finaliser son coup d'État corporatif, loin des oreilles indiscrètes du manoir. Était un acte de rébellion, pas un acte d'amour. Antoine de Valois, le fiancé, sentait confusément la supercherie sans en comprendre la nature exacte. Il était pas stupide, mais son ambition le rendait aveugle. Il voyait en Élise son ticket d'entrée dans un monde de pouvoir et de richesse dont il ne pouvait que rêver. Cependant, plus la date approchait, plus il la sentait distante, préoccupée, presque méprisante. La fameuse dispute, survenue moins d'1 heure avant sa disparition, n'était pas une crise de jalousie. Était le moment où Élise,
peut-être dans un élan de pitié ou de cruauté, lui avait révélé une partie de son plan. Le mariage N était qu'une façade, une manœuvre pour endormir la méfiance de son père, et il n'aurait jamais le rôle de prince consort qu'il s'imaginait. Elle l'avait utilisé, et elle était sur le point de le jeter. Sa fierté était brisée, son avenir anéanti. Claire, elle, était la spectatrice silencieuse de ce drame. Sa position de parente pauvre lui conférait un statut d'invisibilité qui lui permettait de tout voir, de tout entendre. Elle se souvenait des chuchotements, des portes qui se fermaient brusquement, de la lueur de défi dans les yeux d'Oé, Élise, et de la fureur contenue sur le visage de son oncle Henri. Quelques jours avant le mariage, elle avait surpris Élise dans sa chambre d'enfant, en train de dissimuler quelque chose derrière le fond de l'armoire. Elle n'avait pas osé demander ce que chose allait. La peur d'Henri, cette peur irrationnelle et paralysante qui imprégnait les murs du manoir, l'avait réduite au silence. Elle avait vu les pièces du puzzle se mettre en place, mais elle était trop terrifiée pour essayer de les assembler. Sa loyauté était un fardeau, son silence une complicité passive. L'initiale A était une énigme qui n'en était pas vraiment une au début. L'enquête de 2001, menée avec une diligence toute relative, avait exploré la piste d'un amant. On avait évoqué un certain Alexandre Paris, un jeune loup de la finance et rival notoire des Beaumont, avec qui Élise avait eu quelques contacts professionnels tendus. Henri lui-même avait subtilement orienté les soupçons dans cette direction, le décrivant comme un homme sans scrupules capable de manipuler sa fragile fille. Mais la piste S était rapidement refroidie. Alexandre Paris avait un alibi en béton. Il était à New York ce soir-là. Sans autre suspect crédible, et face à la certitude affichée de la famille, la police avait conclu à une fugue, un effondrement psychologique. L'idée d'un crime au sein même du manoir Beaumont était tout simplement impensable, une transgression sociale que personne n'osait envisager. Le manoir lui-même était un complice silencieux. Avec ses dizaines de pièces, ses couloirs secrets datant de la Résistance et son parc immense, il était conçu pour dissimuler. Le débarcadère, au bout d'une allée sombre bordant le lac, offrait une discrétion parfaite pour un rendez-vous secret. Et puis il y avait ce détail, si trivial que personne n'y avait prêté attention. Le grand congélateur industriel dans l'office du salon de réception. Il avait servi à stocker la glace et les desserts pour les 500 invités. Après la fête avortée, dans le chaos et la consternation, il avait été vidé, nettoyé sommairement et débranché, puis laissé là, devenant un simple meuble de rangement pour du matériel de réception. Un sarcophage de métal blanc, hermétique et oublié, au cœur même de la scène de la disparition. Le lieu du crime et la tombe étaient au même endroit. Dans les jours qui ont suivi la disparition, Henri Beaumont a orchestré sa communication avec la maîtrise d'un chef de guerre. Il a accordé des interviews exclusives, le visage ravagé par le chagrin, dépeignant sa fille comme une âme brillante mais tourmentée, écrasée par le poids de ses futures responsabilités. Il a évoqué ses humeurs, ses impulsions, créant de toutes pièces le portrait d'une jeune femme instable psychologiquement. Cette version a servi de bouclier, rendant toute autre hypothèse indécente. Questionner le récit du père éploré revenait à souiller la mémoire d'Élise. La famille a fait bloc, les amis se sont tus, et l'enquête a été poliment étouffée sous le poids de l'influence des Beaumont. Le silence N était pas seulement une conséquence du deuil, était une stratégie délibérée pour contrôler la vérité, et empêcher quiconque de regarder derrière le rideau. Ces 7 années de silence ont pétrifié le manoir Beaumont. La vie a continué, mais dans une sorte de réalité suspendue. L'LD, Élise est devenue un sanctuaire interdit, et son nom un tabou. Chaque membre de la famille a appris à naviguer autour de ce trou noir, de cette absence qui définissait tout. Pour Claire, était un rappel constant de sa propre impuissance. Pour Henri, était la garantie que son secret était en sécurité. Le temps n'a pas guéri la blessure, il l'a recouverte d'une épaisse couche de glace. C'est dans cette crypte familiale que Julien est arrivé. Avec son regard neuf, son pragmatisme d'architecte, et son désir de construire un avenir. En voulant abattre un mur pour créer de la lumière, il ignorait qu'il allait en réalité briser le sceau qui retenait prisonniers les fantômes du passé. Julien descendit l'escalier, le cœur battant à contretemps. Il trouva Claire dans la roseraie, occupée à tailler des fleurs fanées, une image de sérénité qui contrastait violemment avec le chaos qui s'agitait en lui. Il s'approcha en silence, le sac de chantier pesant dans sa main. Elle leva les yeux, et son sourire s'effaça en voyant son expression grave. Sans un mot, il posa le sac sur un banc de pierre et en sortit délicatement le voile jauni, puis la petite note pliée. Il les lui tendit. « J'ai trouvé ça », dit-il simplement, sa voix plus rauque que d'habitude. Dans la chambre de dos, Élise, derrière une cloison. Claire fronça les sourcils, intriguée.
Puis son regard se figea sur le tissu. Elle le reconnut instantanément. C était une relique de ce jour maudit, un fantôme de dentelle qu'elle pensait à jamais disparu. Ses mains se mirent à trembler. Le choc initial laissa place à une terreur glaciale, lorsqu'elle déplia le papier. L'écriture était indubitablement celle d'Élise, cette calligraphie nerveuse et élégante qu'elle connaissait par cœur. Elle lut les quelques mots une fois, puis deux, puis trois, comme si elle espérait en changer le sens. Au débarcadère à minuit, loin de lui, apporte les documents. Je t'attends, -A. Les mots la frappèrent avec la violence d'une gifle. Ce N n'était pas un adieu, C était un plan. La version officielle, cette histoire de fugue romanesque qu'on lui avait servie, et qu'elle avait fini par accepter, se désintégra en un instant. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues. Ce N n'était pas la note d'une femme qui partait, mais celle d'une femme qui se battait pour partir. La distinction était abyssale et terrifiante. Assis à côté d'elle sur le banc froid, Julien lui raconta tout. Le coup de marteau qui sonnait creux, la découverte de la cache, l'odeur de poussière et de lavande. Claire écoutait, son esprit tourbillonnant. Des fragments de souvenirs, des détails qu'elle avait refoulés depuis 7 ans, remontaient à la surface. La tension palpable entre Élise et son oncle Henri, dans les semaines précédant le mariage. Les allusions d'Élise à un grand changement à venir pour l'entreprise. Les documents N n'étaient pas des lettres d'amour. C était autre chose. Quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous, Claire, murmura Julien. C'est une preuve que tout le monde a menti. La peur la paralysait, la peur de son oncle, la peur de détruire le peu de paix qui restait. Mais le regard déterminé de Julien, et la vérité criante de cette note, l'emportèrent. Elle hocha la tête, le visage baigné de larmes. Le lendemain matin, le 12 août 2008, Julien composa le numéro de la gendarmerie de Rambouillet. Sa voix était ferme, mais il sentait le poids de chaque mot. Il expliqua la situation de manière factuelle. La rénovation, la découverte d'un objet appartenant à une personne disparue 7 ans plus tôt, et une note suggérant que la disparition N n'était pas volontaire. Au bout du fil, le gendarme fut d'abord sceptique. L'affaire Beaumont était classée depuis des années, un cold case familial sans éléments criminels. Mais le nom Beaumont résonnait encore dans la région. Une disparition non élucidée dans une famille aussi puissante, N, était jamais totalement oubliée. Après une brève consultation avec son supérieur, la décision fut prise. Une inspectrice de la police judiciaire de Versailles serait dépêchée sur les lieux dans l'après-midi. Le mécanisme de la justice, si longtemps endormi, venait de se remettre en marche. L'inspectrice Sophie Moreau arriva à 15 heures précises. C était une femme d'une 40aine d'années, au regard direct et à l'allure sobre, dont la présence tranchait avec l'opulence surannée du manoir. Elle n'offrit qu'une poignée de main ferme, et entra directement dans le vif du sujet. Julien et Claire la conduisirent au petit salon, où le voile et la note étaient posés sur une table basse. Moreau enfila une paire de gants en latex et examina les 2 pièces avec une concentration intense, son visage impénétrable. Elle photographia la note sous plusieurs angles avec un appareil numérique, puis la plaça délicatement dans un sachet scellé. L'écriture sera analysée mais partons du principe qu'elle est authentique, déclara-t-elle d'une voix neutre. Racontez-moi à nouveau la découverte. Dans les moindres détails. Le ton était donné, factuel, méthodique, implacable. Son interrogatoire fut bref, mais chirurgical. Elle posa à Claire des questions précises sur la nuit du 15 juin 2001. Qui était, lui? Qui était A? Que pouvaient être ces documents? Claire, encore sous le choc, répondit avec une honnêteté hésitante, ses souvenirs fragmentés par le temps et la peur. Elle parla de la dispute entre Élise et Antoine, de l'autorité écrasante de son oncle, et de ce rival en affaires nommé Alexandre Paris, dont le nom avait été brièvement évoqué à AOL, époque. Sophie Moreau écoutait sans prendre de notes, enregistrant chaque information, chaque hésitation, chaque regard fuyant. Elle n'était pas là pour juger, mais pour collecter des faits. Et le premier fait était que la version officielle de la fugue venait d'être anéantie par un simple morceau de papier dissimulé dans un mur. Après 45 minutes, l'inspectrice se leva. La dissimulation de cet objet et de cette note constitue un élément nouveau suffisant pour demander la réouverture officielle de l'enquête pour disparition inquiétante, avec une possible requalification en enlèvement et séquestration, annonça-t-elle. Je vais demander un mandat de perquisition pour l'ensemble de la propriété. Personne ne doit entrer ou sortir du manoir sans mon autorisation. Considérez cet endroit comme une scène de crime potentiel. Ces mots tombèrent comme un couperet dans le silence du salon. La demeure des Beaumont
était plus une forteresse privée. Elle était désormais sous le contrôle de la justice. Pour Claire, c'est était à la fois terrifiant et, étrangement, un soulagement. Le poids du secret ne reposait plus uniquement sur ses épaules. Le lendemain, le manoir fut envahi par une armée silencieuse. Des techniciens en identification criminelle en combinaison blanche commencèrent à passer la propriété au peigne fin. Ils se déployèrent dans les jardins, le long du débarcadère, et dans chaque pièce de la vaste demeure. L'inspectrice Moreau supervisait les opérations depuis le grand salon de réception, la pièce même, où la fête de mariage avait eu lieu 7 ans plus tôt. Était là qu'eut lieu, Élise avait été vue pour la dernière fois, son regard balayait la pièce, s'attardant sur chaque détail, cherchant l'anomalie. Puis, son attention se fixa sur un objet incongru dans un coin, près de l'office. Un énorme congélateur industriel blanc, manifestement hors d'usage, servant de support à des piles de nappes et de vaisselle. Un vestige oublié de la fête. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda-t-elle à un de ses lieutenants. « Personne ne l'a ouvert depuis des années, mon commandant. » Ce que les enquêteurs s'apprêtaient à découvrir allait tout changer. L'ordre de l'inspectrice Moreau résonna dans le silence du grand salon de réception, sec et sans appel. « Ouvrez-le. » Deux de ses lieutenants, des hommes robustes et expérimentés, s'approchèrent du congélateur industriel. L'objet semblait anodin, presque grotesque dans ce décor luxueux, un monolithe blanc et fatigué, vestige d'une fête interrompue 7 ans plus tôt. Le silence devint palpable, lourd d'une attente insoutenable. Julien sentit la main de Claire se crisper sur son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Il n'osait pas respirer. Chaque membre de L, équipe de police judiciaire, semblait retenir son souffle, les yeux rivés sur le couvercle métallique. Le premier gendarme empoigna la poignée. Un simple loquet de métal rouillé. Il tira une première fois. Rien. La porte était scellée par le temps et l'oubli. L'atmosphère, déjà tendue, épaissit encore d'un cran. Le second officier vint prêter main forte. Ensemble, ils prirent appui, leurs muscles se bandant sous l'uniforme. Un grincement métallique, long et strident, déchira le silence. Était le son d'un secret qui résistait, qui luttait pour ne pas être exposé à la lumière. Puis, avec un claquement sec et sonore, le joint en caoutchouc céda. Le lourd couvercle s'entr'ouvrit de quelques centimètres, libérant une bouffée d'air glacé et vicié. Une odeur indéfinissable se répandit dans la pièce, non pas la puanteur âcre de la décomposition, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de givre ancien, de plastique froid, et d'une subtile note chimique, presque antiseptique. Était l'odeur du temps arrêté, d'une conservation anormale et macabre. Le couvercle fut enfin soulevé complètement, révélant une obscurité profonde et givrée à l'intérieur de la cuve en acier inoxydable. Sophie Moreau s'avança, une puissante lampe torche à la main, elle ne montrait aucune émotion, son visage une toile blanche de professionnalisme. Le faisceau lumineux de sa lampe plongea dans les entrailles du congélateur, balayant la surface. Au premier abord, on ne distinguait qu'une masse blanche et informe, recouverte d'une épaisse couche de cristaux de glace qui scintillait sous la lumière crue. On aurait pu croire à une pile de nappes ou de draps, oubliée là après la réception. Mais la forme était étrange, organique. La lumière s'attarda sur un détail, une courbe qui n'avait rien à faire là, la suggestion d'une épaule. Puis sur une texture qui, était pas du tissu, mais de la peau, d'une pâleur de cire. Le faisceau remonta lentement, révélant des mèches de cheveux sombres, figées dans la glace, comme des insectes dans de l'ambre. Un son étranglé échappa de la gorge de Claire. Un gémissement rauque, à mi-chemin entre l'incrédulité et l'horreur pure. Julien la serra contre lui, tentant de détourner son regard, mais il était trop tard. Elle avait vu. Ses yeux écarquillèrent, la reconnaissance se frayant un chemin à travers le déni. Le temps sembla se distordre. Pour Claire, ce était pas un corps anonyme. C'était un visage qu'elle avait connu, des cheveux qu'elle avait parfois coiffés, une silhouette qui avait dansé dans ce même salon des années auparavant. Était Élise, sa cousine. L'héroïne de son enfance, la rivale de son adolescence, le fantôme de sa vie d'adulte. Elle était là, sous ses yeux, dans cette tombe de métal et de froid. Le choc fut si violent, qu'elle sentit ses jambes se dérober, et seul le bras de Julien l'empêcha de s'effondrer sur le parquet ciré. « Nous avons un corps », déclara l'inspectrice Moreau d'une voix parfaitement stable, bien que légèrement plus basse. Ces mots, purement factuels, tombèrent avec le poids du plomb dans la pièce. Personne ne touche à rien. Appelez le médecin légiste et le procureur. La scène se figea un instant.
puis explosa en une activité fébrile et méthodique. Les techniciens en identification criminelle, qui, étaient tenus en retrait, convergèrent vers le congélateur. Les flashs des appareils photo se mirent à crépiter, immortalisant la scène sous tous les angles. Le corps était remarquablement conservé, momifié par le froid résiduel et l'environnement hermétique. On pouvait encore distinguer les détails de la robe de mariée, ou du moins ce qu'il en restait. La dentelle était figée, les perles ternies, le blanc immaculé devenu un jaune cireux. La mariée en fuite n'avait jamais quitté la salle de bal. La découverte transforma radicalement la nature de l'enquête. Le dossier pour disparition inquiétante venait d'être officiellement clos. Un nouveau dossier, bien plus sombre, était ouvert sur le bureau du procureur, homicide volontaire. Le manoir Beaumont N était plus seulement le lieu d'une tragédie familiale, il était une scène de crime. Chaque membre de la famille, chaque invité de ce mariage funeste, devenait un suspect potentiel. La logistique de l'enquête changea du tout au tout. Des scellés furent apposés sur plusieurs pièces. La liste des invités de 2001 fut exhumée des archives. L'affaire Élise Beaumont, ce cold case romanesque, venait de se réchauffer de la plus brutale des manières, propulsé à la une de l'actualité judiciaire. La question était plus de savoir où Élise était allée, mais qui l'avait mise là. Julien tenait Claire dans ses bras, le corps de sa femme secoué de sanglots incontrôlables. Il se sentait étrangement détaché, comme s'il observait la scène de l'extérieur. Il avait voulu la vérité. Il l'avait eue. Elle était là, dans ce congélateur, froide et sans équivoque. Une vague de culpabilité le submergea. En cherchant à construire un avenir lumineux, il avait déterré le plus sombre des passés. Il avait voulu libérer sa femme du poids du souvenir, et il l'avait confrontée à un cauchemar bien réel. Le voile, la note. Ces objets lui semblaient désormais bien dérisoires face à l'horreur concrète de cette découverte. Il était plus un simple architecte rénovant une vieille maison. Il était le détonateur, celui qui avait allumé la mèche d'une bombe qui venait de pulvériser 7 années de mensonges et de silence. Tandis que le corps d'Élise était délicatement extrait de sa prison de glace par les professionnels de la médecine légale, l'inspectrice Moreau observait le manoir d'un œil nouveau. Chaque portrait d'ancêtre, chaque meuble précieux, chaque fenêtre donnant sur le parc impeccable, semblait complice. Le silence était retombé, mais il était plus le même. Ce était plus le silence du deuil ou de l'oubli, mais celui, lourd et menaçant, qui précède la confession. La première partie du mystère était résolue. Mais elle ne faisait qu'ouvrir la porte sur une énigme bien plus terrifiante. Comment un meurtre avait-il pu être commis et dissimulé au milieu de centaines d'invités? Et surtout, qui, parmi les sourires et les robes de soirée de cette nuit de juin 2001, avait eu le sang-froid de transformer un congélateur à champagne en sarcophage? Le rapport d'autopsie est arrivé sur le bureau de l'inspectrice Moreau, comme une bombe silencieuse, faisant exploser toutes les théories initiales. Élise Beaumont n'avait pas été victime d'une violence physique brute. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune fracture, aucune ecchymose, qui aurait pu suggérer une confrontation ayant mal tourné. La cause de la mort était à la fois plus subtile et plus effroyable. Une asphyxie positionnelle survenue après l'ingestion d'une dose massive de benzodiazépine. Ce n'était pas un crime de passion commis dans un accès de fureur. Était une exécution clinique, presque chirurgicale. Quelqu'un avait délibérément drogué Élise, l'avait rendue impuissante, puis l'avait laissée mourir, ou l'avait placée dans une position où elle ne pouvait plus respirer. Moreau comprit alors qu'elle ne cherchait pas un amant jaloux, ou un fiancé et conduit au sang chaud. Elle cherchait un prédateur au sang froid, quelqu'un de méthodique, de patient, et qui avait accès à une arme chimique discrète. L'enquête s'est immédiatement recentrée sur la nature du poison. Les benzodiazépines sont une classe de médicaments puissants, des sédatifs et anxiolytiques disponibles uniquement sur ordonnance. L'équipe de Moreau a entamé la tâche herculéenne de vérifier les dossiers médicaux de tous les membres de la famille, du personnel de service, et même de certains invités clés présents au mariage en 2001. Était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais une aiguille empoisonnée. La liste des suspects potentiels, auparavant limitée à ceux qui possédaient la force physique de maîtriser une jeune femme et de la déplacer, s'est soudainement élargie de manière spectaculaire. Le meurtrier pouvait être n'importe qui. Un oncle souffrant d'insomnie, une tante angoissée, un employé stressé. Le profil du tueur venait de changer radicalement, passant de la brute au manipulateur silencieux, capable de dissimuler son arme dans une simple boîte de pilules. Parallèlement, la piste du mystérieux s'effilochait, se révélant de plus en plus comme une impasse frustrante. Alexandre Paris,
le rival en affaires, a été de nouveau convoqué et interrogé pendant des heures. Son alibi pour la nuit du meurtre était en béton armé, billets d'avion, notes d'hôtel, témoignages multiples confirmant sa présence à une conférence à New York. S'il nourrissait une animosité envers Henry, il a exprimé une admiration non feinte pour l'intelligence et l'audace d'Élise. Sophie Moreau a commencé à nourrir une conviction tenace. La note N était pas un indice, C était un leurre. Un pièce de théâtre macabre, écrite et mise en scène par le véritable assassin, pour orienter les soupçons vers un amant fantôme et éloigner l'enquête de la vérité. Le morceau de papier jauni, qui avait déclenché toute l'affaire, devenait lui-même un objet de suspicion. L'inspectrice Moreau a donc déplacé son attention de la question qui à la question comment. Elle passait des heures dans le grand salon de réception, visualisant la soirée du 15 juin 2001. Comment déplacer une jeune femme inconsciente, pesant une cinquantaine de kilos, à travers une foule de 500 invités, jusqu'à un congélateur situé dans une zone de service, sans que personne ne s'en aperçoive. L'opération exigeait plus que de l'audace, elle exigeait une autorité absolue. Il fallait quelqu'un capable de donner des ordres au personnel, de faire vider un couloir, de justifier sa présence dans les coulisses de Vel, événement sans éveiller le moindre soupçon. La liste des personnes jouissant d'un tel pouvoir au sein du manoir Beaumont était extrêmement courte. Et au sommet de cette liste, incontesté et tout-puissant, se trouvait le nom du patriarche, Henry Beaumont. Le rapport toxicologique a livré un autre détail capital, une précision qui a fait l'effet d'un coup de projecteur dans l'obscurité. La benzodiazépine spécifique identifiée dans l'organisme d'Élise était une formulation ancienne, de moins en moins prescrite en 2001. Cette information a considérablement affiné la recherche. En fouillant dans les archives des pharmacies et des assurances maladie, les enquêteurs ont trouvé une correspondance. Henry Beaumont se voyait prescrire ce médicament exact depuis la fin des années 90, officiellement pour traiter des troubles anxieux et des insomnies chroniques liés à la gestion de son empire. Confronté à cet élément, il l'a balayé d'un revers de main, le qualifiant de coïncidence sans importance, affirmant que ces médicaments étaient conservés sous clé. Mais pour Moreau, le lien était établi. L'arme du crime, et le principal suspect, étaient désormais connectés par un fil chimique invisible, mais indéniable. Les enjeux sont montés d'un cran lorsque Moreau a décidé de s'attaquer à la forteresse financière des Beaumont. Elle a obtenu un mandat pour saisir les archives comptables et juridiques de l'entreprise datant de 2001, cherchant à comprendre la nature de ces fameux documents qu'Élise devait apporter au débarcadère. Henry Beaumont a immédiatement déclenché une guerre juridique, ses avocats dénonçant une expédition de pêche abusive et non pertinente. Cette résistance acharnée, cette volonté farouche de protéger des documents vieux de 7 ans, a eu l'effet inverse de celui escompté. Elle a transformé le soupçon de Moreau en certitude. Henry Beaumont ne protégeait pas seulement sa vie privée, il cachait un mobile. Un mobile si puissant qu'il valait la peine de se battre bec et ongles pour le maintenir dans l'ombre. La percée est venue d'une source inattendue, une banque privée à Genève. Suite à une commission rogatoire internationale, les autorités suisses ont confirmé qu'Élise Beaumont avait bien été en contact avec eux, par l'intermédiaire d'un prestigieux cabinet d'avocats d'affaires. Les documents N étaient ni des lettres d'amour ni un plan de fuite. Il s'agissait d'un montage juridique complexe et agressif, un plan de prise de contrôle hostile de l'Empire Beaumont. Élise avait secrètement rallié à sa cause un groupe d'actionnaires minoritaires, et s'apprêtait à activer une clause obscure des statuts de l'entreprise pour évincer son père, et prendre les rênes du pouvoir. Elle ne fuyait pas sa famille, elle s'apprêtait à la conquérir par la force. Le mariage N était qu'une diversion, le calme avant son propre coup d'État. Cette révélation a fait voler en éclats 7 années de mensonges. Élise N était pas une oie blanche fragile et romantique, mais une stratège redoutable. Henry N était pas seulement un père autoritaire, mais un monarque menacé de déposition. Le mobile du crime changeait de nature, passant d'un drame passionnel à une lutte de pouvoir shakespearienne, pour le contrôle d'un conglomérat valant des centaines de millions d'euros. Le meurtre N était plus une réaction à une fugue, mais une action préventive pour stopper une OPA. C était un assassinat d'entreprise, froidement exécuté, et maquillé en chagrin d'amour. La tragédie familiale prenait des allures de thriller financier, où la seule chose qui comptait était de conserver le trône, à n'importe quel prix. Forte de ce nouveau mobile, l'inspectrice Moreau a fait revenir des membres clés du personnel de 2001 pour de nouveaux interrogatoires. Une ancienne femme de chambre, désormais à la retraite, et se sentant libérée de son devoir de loyauté, a finalement parlé. Elle s'est souvenue avoir surpris une dispute d'une violence inouïe entre Henry et Élise dans le bureau du patriarche, quelques heures seulement avant la cérémonie. Les cris ne portaient pas sur Antoine ou le mariage,
mais sur des mots comme trahison, ingratitude et l'entreprise. Elle a entendu Élise hurler « C'est mon héritage et je le prendrai, avec ou sans ta bénédiction ». La réponse d'Henri, a-t-elle raconté en tremblant, avait été d'un calme glacial, presque un murmure. « Tu ne me prendras jamais rien ». Ce témoignage plaçait le conflit père-fille au cœur de la chronologie du crime. L'enquête a alors pris une nouvelle ampleur, dépassant le simple cadre du meurtre. Sophie Moreau a commencé à soupçonner un vaste complot de dissimulation. Comment l'enquête initiale de 2001 avait-elle pu être si rapidement bâclée? Pourquoi des pistes évidentes comme les tensions financières au sein de l'entreprise n'avaient-elles jamais été explorées? En se penchant sur le dossier de l'Elle, Époque, elle a découvert des anomalies, des pressions exercées sur les gendarmes locaux, des promotions inexpliquées. Elle a mis au jour un réseau d'influence, de faveurs et de silence achetés, qui suggérait que l'étouffement de l'affaire avait été aussi méticuleusement planifié que le meurtre lui-même. Le pouvoir des Beaumont ne s'était pas contenté de cacher un corps. Il avait corrompu le système pour garantir son impunité. Étau s'est resserré de manière inexorable autour d'Henri Beaumont. Sophie Moreau possédait désormais toutes les pièces du puzzle. Le mobile, la prise de contrôle avortée, l'arme du crime, le sédatif auquel il avait un accès exclusif, l'opportunité, son autorité incontestée le soir du mariage, et la preuve d'une tentative de manipulation de l'enquête, la fausse piste de la note. Le portrait du père éploré était fissuré pour révéler le visage d'un monstre de sang-froid, un tyran prêt à sacrifier son propre sang pour conserver son pouvoir. La confrontation finale était inévitable. Le manoir Beaumont, ce symbole de réussite et de tradition, était sur le point de s'effondrer, ses fondations pourries par un secret qui avait rongé la famille de l'intérieur pendant 7 longues années. L'inspectrice Sophie Moreau n'était pas satisfaite. Bien que toutes les preuves matérielles désignaient Henri Beaumont comme le coupable idéal, quelque chose dans la perfection du crime la dérangeait profondément. L'exécution était trop propre, la dissimulation trop audacieuse pour un homme seul, même un homme de son pouvoir et de son sang-froid. Un père de famille, aussi tyrannique soit-il, agissant sous le coup de la panique ou de la fureur, aurait commis des erreurs. Or, il n'y en avait aucune. Le meurtre d'Élise et sa disparition subséquente ressemblaient moins à un drame familial qu'à une opération clandestine, exécutée avec une précision militaire. Moreau sentait qu'elle ne regardait que le sommet de l'iceberg. Le véritable monstre n'était pas seulement l'homme, mais le système qu'il avait bâti autour de lui. Un système conçu pour le rendre intouchable. Elle décida de exhumer le dossier de l'enquête initiale de 2001, un document poussiéreux qui dormait depuis 7 ans aux archives de la gendarmerie. En le lisant, son malaise se transforma en une certitude glaciale. Le travail avait été bâclé, mais d'une manière délibérément orientée. Des pistes évidentes n'avaient pas été suivies. Des témoignages cruciaux, notamment ceux du personnel de service qui aurait pu remarquer des mouvements inhabituels, manquaient ou étaient résumés en quelques lignes vagues. Le capitaine de gendarmerie de l'Elle, Époque, un certain Jean-Marc Dubois, avait conclu à la fugue en moins de 48 heures, s'appuyant presque exclusivement sur la version fournie par Henri Beaumont lui-même. Était plus qu'une simple négligence. Était une obstruction active à la justice, une complicité passive qui avait offert 7 ans d'impunité au meurtrier. L'inspectrice Moreau fit une recherche sur ce fameux capitaine Dubois. Elle découvrit qu'il avait pris une retraite anticipée 6 mois seulement après la clôture de l'affaire Beaumont, invoquant des raisons personnelles. Il s'était retiré dans une somptueuse villa sur la Côte d'Azur, un style de vie manifestement bien au-delà des moyens d'un simple officier de gendarmerie. Le lien était trop flagrant pour être une coïncidence. Le silence de Dubois avait été acheté. Henri Beaumont n'avait pas seulement caché le corps de sa fille, il avait corrompu un représentant de la loi pour s'assurer que personne ne viendrait jamais le chercher. L'affaire prenait une nouvelle dimension, celle de la corruption institutionnelle. Le pouvoir des Beaumont ne se limitait pas aux salles de conseil d'administration. Il étendait jusqu'au couloir des forces de l'ordre, capable de pervertir ceux qui étaient censés protéger et servir. La confrontation eut lieu dans le jardin ensoleillé de la villa de Dubois. L'ex-gendarme, bronzé et détendu, tenta d'abord de jouer la carte de l'oubli et du respect dû à un retraité. Mais face à la détermination froide de Moreau et aux preuves de ses transactions financières suspectes qu'elle étala sur la table, sa façade s'effrita. Il devint pâle, sa main tremblait en portant son verre à ses lèvres. Il était piégé. Moreau ne le lâcha pas, chaque question était un coup de boutoir dans le mur de mensonges qu'il avait érigé autour de lui. Elle ne lui offrit aucune échappatoire, aucune excuse. Elle voulait la vérité, brute et entière. Elle voulait savoir comment un homme ayant prêté serment de faire respecter la loi, avait pu la trahir de manière aussi spectaculaire, pour protéger un assassin.
Acculé, Jean-Marc Dubois finit par craquer. Il avoue avoir reçu une somme considérable, let's say équivalent de 10 ans de salaire, pour orienter l'enquête. L'argent n'avait pas été versé directement par Henri, mais par un intermédiaire discret, et au-dessus de tout soupçon. Maître Lefebvre, le notaire historique de la famille Beaumont. Dubois se défendit en affirmant qu'il croyait sincèrement à la thèse de la fugue. Henri l'avait convaincu qu'il cherchait seulement à protéger sa famille d'un scandale médiatique, à préserver la mémoire de sa fille fragile. Il n'avait jamais imaginé, disait-il avec des larmes de crocodile, qu'il était en train de couvrir un meurtre. Mais Moreau Lehume était pas dupe. L'ampleur de la somme prouvait qu'il savait qu'il enterrait un secret bien plus sombre qu'une simple escapade amoureuse. Sa cupidité avait scellé le destin d'Élise une seconde fois. Le nom de Maître Lefebvre ouvrit une nouvelle porte sur les coulisses sordides de l'Empire Beaumont. Le notaire N était pas seulement un conseiller juridique. Il était le gardien des secrets, l'architecte des montages financiers qui permettaient à la fortune familiale de prospérer à l'abri des regards. En obtenant un mandat pour perquisitionner son étude, les enquêteurs mirent la main sur une comptabilité parallèle, un labyrinthe de sociétés écrans et de comptes offshore. Ils découvrirent que le paiement à Dubois N n'était qu'une petite transaction parmi tant d'autres. Henri Beaumont utilisait ce réseau pour acheter des silences, financer des campagnes politiques locales, et exercer une influence qui dépassait de loin le cadre de ses activités commerciales. Le meurtre d'Élise N n'était pas un crime isolé, était le symptôme d'un système de pouvoir corrompu jusqu'à la moelle. La révélation de cette conspiration eut un effet libérateur sur certains témoins. Antoine de Valois, le fiancé de l'époque, demanda à être de nouveau entendu. Débarrassé du poids de la suspicion et comprenant qu'il avait été manipulé, il livra un détail qui lui était revenu en mémoire. Le soir du mariage, après sa dispute avec Élise, il avait vu Henri Beaumont en grande conversation avec un homme dans une aile de service du manoir. Cet homme N n'était pas un invité. Était Martel, le chef de la sécurité personnelle d'Henri, un ancien légionnaire à la réputation d'homme de l'ombre, loyal jusqu'à la mort. Leur attitude N n'était pas celle d'un patron donnant des instructions, mais celle de deux complices finalisant un plan. Ils étaient calmes, concentrés, comme des soldats avant une opération. Martel, le nom s'ajouta à la liste des suspects. Il était l'homme de main, celui qui possédait la force physique et la connaissance logistique du manoir pour déplacer un corps sans être vu. Il connaissait les angles morts des caméras de surveillance, les horaires des rondes du personnel, les passages dérobés. Il était le comment qui manquait à elle, équation de Moreau. L'assassinat d'Élise N était plus l'acte d'un seul homme. Était une opération menée par un triumvirat sinistre. Henri, le cerveau qui avait donné l'ordre et fourni le poison. Martel, le muscle qui avait exécuté la sale besogne de la dissimulation. Et Lefebvre, le financier, qui avait blanchi le crime et acheté le silence de la loi. La tragédie familiale se transformait en une conspiration criminelle organisée. L'inspectrice Moreau sentit alors, elle, étau se refermer. Elle avait désormais une vision claire de la chaîne de commandement. Henri n'avait pas seulement tué sa fille pour protéger son empire. Il avait activé son réseau personnel pour effacer son crime des annales de l'histoire. La corruption du gendarme Dubois N était que la dernière étape d'un plan bien plus vaste. Cette découverte amplifiait l'horreur du crime. Henri n'avait pas seulement ôté la vie à Élise, il avait mobilisé toute la puissance de sa fortune et de son influence pour s'assurer que sa mort n'ait jamais officiellement existé, la condamnant à être qu'un fantôme. Une note de bas de page dans la saga glorieuse des Beaumont. La quête de justice pour Élise devenait une bataille contre un système entier. Cette nouvelle perspective éclaira d'un jour nouveau le tout premier indice, la note signée A. Moreau la fit réexaminer par des graphologues experts. Le verdict tomba, ambigu. Écriture présentait des similitudes avec celle d'Élise, mais aussi des différences notables, comme si quelqu'un avait tenté de l'imiter. Mais l'inspectrice n'avait plus besoin de preuves matérielles. Elle avait compris. La note n'avait pas été écrite par Élise. Elle avait été fabriquée, probablement par Henri lui-même, et cachée dans le voile bien après le meurtre. Était une police d'assurance, une fausse piste délibérément laissée, au cas où le corps serait un jour découvert. Un stratagème diabolique pour orienter les soupçons vers un amant imaginaire, et éloigner définitivement l'enquête de la vérité. Le monstre N n'était pas un étranger, il était le père. Le réseau de corruption et de mensonges était maintenant exposé. Chaque complice était identifié. Chaque rouage de la machine à dissimuler était mis à nu. L'enquête avait dépassé le cadre d'un simple homicide pour devenir une affaire de crime en bande organisée, de corruption de fonctionnaires et d'entrave à la justice.
Les enjeux N étaient plus seulement de faire condamner un meurtrier, mais de démanteler un système de pouvoir qui se croyait au-dessus des lois. Sophie Moreau savait que la confrontation finale avec Henri Beaumont serait plus qu'un simple interrogatoire. Ce serait un affrontement entre la justice et l'arrogance du pouvoir absolu. Une bataille pour la vérité que la famille Beaumont avait tenté d'emmurer pendant 7 longues et terribles années. Le bureau d'Henri Beaumont était une forteresse, un sanctuaire de bois sombre, de cuir et de pouvoir accumulé sur des générations. C'est là qu'il attendait l'inspectrice Sophie Moreau, non pas comme un suspect, mais comme un monarque convoquant une subalterne. L'air était lourd, imprégné de l'odeur de la cire d'abeille et du papier ancien, le silence si profond qu'on pouvait entendre la poussière se déposer sur les reliures des livres. Moreau entra sans un mot, son tailleur pantalon gris tranchant avec l'opulence surannée de la pièce. Elle ne s'assit pas immédiatement, préférant rester debout, dominant la scène. Le duel final allait commencer. Ce N était pas un simple interrogatoire, C était un siège. Et elle était venue pour faire tomber la citadelle, pierre par pierre, mensonge par mensonge. Le reflet du soleil couchant sur les vitres donnait au visage d'Henri des allures de marbre, impassible et froid. Mais Moreau savait que même le marbre pouvait se fissurer. Elle commença par le commencement, la nuit du 15 juin 2001. Sa voix était neutre, clinique, alors qu'elle déroulait la chronologie de la soirée. Elle évoqua la musique de l'orchestre, le parfum des milliers de roses blanches, le murmure des invités prestigieux. Elle peignait une scène de triomphe, de perfection. Henri jouait son rôle à la perfection. Hochant la tête, le visage empreint d'une tristesse étudiée. Il parlait de sa fille avec une affection feinte, de sa fébrilité, de son caractère impétueux. Il pensait contrôler le récit, comme il avait contrôlé sa famille, son entreprise, sa vie. Mais chaque mot qu'il prononçait était une corde qu'il tendait autour de son propre cou. Moreau le laissait parler, le laissait s'enfermer dans son personnage de père éploré. Elle, n'était pas pressée. Elle avait attendu 7 ans. Elle pouvait bien attendre encore quelques minutes. Elle observait ses mains, posées à plat sur le bureau, des mains puissantes, qui avaient bâti un empire et détruit une vie. Parlons de la cause de la mort, monsieur Beaumont, dit soudain Moreau, brisant le faux recueillement. Elle posa une copie du rapport toxicologique sur le bureau en acajou. Le nom du médicament flotta dans l'air, aussi précis et tranchant qu'un scalpel. Une dose massive de benzodiazépine. Le regard d'Henri se voila un instant, un battement de cils presque imperceptible, la seule fissure dans son armure de contrôle. Il tenta de reprendre la main, suggérant que Élise, si sensible, aurait pu se procurer ces médicaments elle-même, pour calmer son anxiété, avant le mariage. Il continua de tisser la toile de la jeune femme instable, fragile, écrasée par la pression. Mais Moreau ne mordit pas à l'hameçon. Elle laissa un long silence s'installer, un silence accusateur que le tic-tac d'une horloge de grand-père rendait encore plus assourdissant. Le son était comme un compte à rebours, chaque seconde, le rapprochant de la vérité. L'inspectrice changea brutalement de sujet, le déstabilisant. Les documents, ceux qu'elle devait apporter au débarcadère. Elle étala alors sur le bureau non pas des suppositions, mais des faits. Le nom de la banque genevoise, les clauses du contrat de prise de contrôle, les noms des actionnaires Cole. Élise avait rallié à sa cause. La façade du père endeuillé s'effrita pour révéler le visage du PDG trahi. La tristesse fit place à une colère froide, contenue. Des fantasmes d'enfants gâtés. Elle voulait détruire ce que j'avais passé ma vie à construire. Sa voix, auparavant douce et mélancolique, était devenue dure comme l'acier. La pièce semblait se rétrécir. L'air se raréfiait. Le mobile N était plus une peine de cœur, mais une guerre de succession. Et dans cette guerre, Henri Beaumont n'avait jamais connu la défaite. Il ne pouvait pas se permettre de perdre, surtout pas contre sa propre fille. Cette benzodiazépine, une formulation assez ancienne, reprit Moreau, sa voix ne quittant jamais son calme glacial. Elle fit glisser une autre feuille sur la surface polie du bureau. Une copie de son ordonnance médicale, datant de 1999. Elle vous était prescrite. À vous et à personne d'autre dans cette maison. Le papier semblait irradier une lumière blanche et accusatrice sous la lampe de bureau. Le silence qui suivit fut absolu. Henri fixa le document comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Ses dénégations devinrent plus faibles, presque pathétiques. Il parla d'une coïncidence, d'une boîte de médicaments conservée dans un coffre-fort, d'un vol possible. Mais ses yeux le trahissaient. Il fuyait le regard implacable de l'inspectrice, cherchant une issue qui n'existait plus. Chaque preuve était un barreau de plus à la cage qui se refermait sur lui.
Moreau porta le coup suivant. Martel, votre chef de la sécurité. Elle lui rappela le témoignage d'Antoine, les ayant vus ensemble dans un couloir de service, juste après la dispute d'Élise avec son fiancé. Elle décrivit leur attitude, non pas celle d'un patron et de son employé, mais de deux généraux planifiant une manœuvre décisive dans le plus grand secret. Que prépariez-vous avec lui, monsieur Beaumont? Moins d'une heure avant que votre fille ne sorte, évanouisse dans la nature. Henri balbutia, affirmant qu'il donnait des instructions pour la sécurité de l'événement, mais son assurance était partie. L'image de Martel, cet ancien légionnaire au visage impassible et à la loyauté absolue, planait désormais dans la pièce. Hélène était plus seule face à l'inspectrice. Il y avait maintenant un troisième homme, une ombre, le complice silencieux qui connaissait la vérité. Le filet se resserra encore. Moreau abattit sa carte maîtresse, la corruption. Elle lui parla de l'ex-gendarme Dubois, de sa retraite dorée sur la Côte d'Azur, de sa confession complète. Elle détailla la transaction financière, le montant exact, la date du virement. Et elle nomma l'intermédiaire. Maître Lefebvre, le notaire, l'homme de confiance, le gardien des secrets les plus inavouables de la famille. Le système entier était exposé, le réseau de mensonges, de pots de vin et de silences achetés. Henri essaya de tempêter, de menacer, d'invoquer le nom de ses puissants avocats, mais sa voix n'avait plus le même poids. Le pouvoir, son pouvoir absolu qui lui avait permis de tout contrôler pendant si longtemps, évaporait sous ses yeux. Il était plus le patriarche intouchable. Il était un criminel acculé, dont les complices l'avaient abandonné un par un. Puis, le coup de grâce psychologique. Moreau sortit le sachet en plastique, contenant la petite note jaunie. Le premier indice, le déclencheur de toute l'affaire. Elle ne parla pas des analyses graphologiques. Elle le regarda simplement, un regard qui semblait sonder son âme corrompue. Elle n'a jamais écrit cette note, n'est-ce pas? C'est votre œuvre. Une fausse piste, une assurance vie au cas où le corps serait retrouvé. Orienter les soupçons vers un amant fantôme. Était brillant. Presque aussi brillant que le plan de votre fille. En attaquant non pas son crime, mais son intelligence, sa vanité de stratège, elle toucha le cœur du monstre. Le masque se brisa en 1000 morceaux, révélant non pas un homme, mais un abîme de rage et d'orgueil blessé. Le barrage céda. Henri Beaumont s'effondra, non pas en larmes, mais dans un torrent de haine et d'auto-justification. Sa posture puissante s'avachit, son visage se tordit dans un rictus de mépris. Elle allait tout gâcher, siffla-t-il, sa voix étant plus qu'un murmure venimeux. Mon empire. Elle, œuvre de ma vie. Elle voulait le donner à des étrangers, le démanteler au nom de ses idéaux stupides. L'ingratitude, après tout ce que j'ai fait pour elle. Il ne parlait pas comme un père, mais comme un roi trahi par son héritier. Dans son esprit tordu, il n'était pas le bourreau, mais la victime. La victime d'une fille trop intelligente, trop ambitieuse, trop semblable à lui. Il avait créé un monstre à son image, et ce monstre avait osé se retourner contre son créateur. Il ne pouvait pas le permettre. La confession se déversa, froide et détaillée. Il admit avoir versé le contenu de plusieurs de ses gélules dans la coupe de champagne d'Élise. Je voulais juste la calmer, l'empêcher de commettre l'irréparable, qu'elle dorme, qu'elle manque son rendez-vous. Il décrivit la scène avec une précision glaçante, comment il l'avait interceptée près du bureau, lui proposant une dernière coupe, un toast à son mariage. Un baiser de Judas. Il avait souri en la regardant boire, en la regardant avaler le poison qui allait la faire taire pour toujours. Il n'y avait aucune trace de remords dans son récit, seulement la froide logique d'un homme d'affaires éliminant un concurrent. Sa propre fille, était qu'un obstacle sur son chemin, un problème qui nécessitait une solution radicale et définitive. La dose était trop forte, continua-t-il d'un ton presque détaché, comme s'il analysait une erreur de calcul dans un bilan comptable. Il l'avait trouvée quelques minutes plus tard, effondrée sur un tapis perçant dans la petite bibliothèque attenante. Il n'y avait plus de pouls. La panique qu'il décrivit était pas celle d'un père découvrant son enfant morte, mais celle d'un conspirateur, dont le plan venait de dérailler de façon catastrophique. Le son lointain de l'orchestre qui jouait une valse lui parvenait, créant une bande-son surréaliste et macabre à la scène. La fête, qui devait être sa plus grande célébration, était devenue sa plus grande contrainte. Il n'avait que quelques heures pour faire disparaître le corps avant que l'absence de la mariée ne devienne une crise. Il appela Martel. D'une voix calme, il lui dit simplement « Il y a un problème. Rejoins-moi à la bibliothèque. » L'homme de main était arrivé en quelques minutes, silencieux, efficace, ne posant aucune question.
Ensemble, ils enveloppèrent le corps encore chaudé, Élise dans une nappe damassée, volée sur un chariot de service. Henri se souvint du poids mort de sa fille, de la froideur de sa peau qui commençait déjà à s'installer. Ils la transportèrent à travers les couloirs de service déserts que Martel avait préalablement sécurisés. Le congélateur était l'idée de Martel. Personne ne s'en sert. Il est en panne. Ils la déposèrent à l'intérieur, la mariée dans son linceul de dentelle, et refermèrent le lourd couvercle. Un sarcophage de métal blanc, au cœur même de la fête. Le crime était parfait, le secret était scellé. Henri se tut. L'histoire était terminée. Il n'y avait plus rien à cacher. Le bureau était plongé dans un silence de mort, uniquement troublé par sa respiration sifflante. Il leva les yeux vers Moreau, attendant la suite, non pas avec peur, mais avec l'arrogance d'un roi déchu qui attend son exécution. Il avait perdu, mais selon ses propres termes. Sophie Moreau se leva lentement, ses mouvements d'une lenteur calculée. Elle fit le tour du bureau, s'approchant de lui. Elle ne prononça pas un mot de jugement, pas une parole de condamnation. Elle se contenta de sortir une paire de menottes de sa veste. « Henri Beaumont, dit-elle, sa voix parfaitement égale, je vous arrête pour le meurtre de votre fille, Élise Beaumont. » Le clic sec du métal se refermant sur ses poignets fut le son final, la ponctuation métallique, qui mettait un terme à 7 années de silence. L'arrestation d'Henri Beaumont a eu l'effet d'un séisme dont les répliques se sont propagées bien au-delà des grilles dorées du manoir. L'image du titan de l'industrie, le patriarche respecté dont le visage s'affichait dans les magazines économiques, menotté et emmené par des policiers au visage grave, a fait le tour du monde en quelques heures. Ce N n'était pas seulement la chute d'un homme, était l'effondrement d'un mythe, celui de la dynastie Beaumont, symbole de la réussite et de la tradition à la française. Le manoir, jadis forteresse impénétrable du pouvoir et du prestige, est devenu du jour au lendemain une simple scène de crime. Ses pelouses impeccables piétinées par les experts, ses salons somptueux profanés par les flashs des appareils photo et ses secrets les plus sombres exposés à la lumière crue des projecteurs. Le silence qui avait régné pendant 7 ans venait d'être remplacé par le vacarme assourdissant de la vérité, une vérité bien plus monstrueuse que tout ce que l'opinion publique aurait pu imaginer. Le procès qui s'ensuivit fut un spectacle médiatique sans précédent, baptisé par la presse le procès du siècle ou l'affaire du voile du silence. Chaque jour, les marches du palais de justice de Versailles étaient assiégées par une armée de journalistes et de curieux. À l'intérieur, l'accusation, menée par un procureur implacable, a méthodiquement déconstruit la façade d'Henri Beaumont. Chaque preuve, du rapport toxicologique à la confession de l'ex-gendarme Dubois, était une pierre retirée de l'aile, édifice de ses mensonges. Les témoignages poignants de Claire et d'Antoine ont achevé de peindre le portrait d'un tyran domestique obsédé par le contrôle. La défense, tentant maladroitement de plaider l'acte involontaire d'un père désespéré cherchant à protéger sa fille d'elle-même, s'est heurtée à la froideur calculatrice de la confession d'Henri, dont les détails glaçants ne laissaient aucune place au doute sur la préméditation de son geste et la dissimulation méthodique de son crime. La sentence tomba comme un coup près, sans surprise, mais avec une solennité qui marqua les esprits. Henri Beaumont fut reconnu coupable d'assassinat et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Le verdict fut prononcé dans un silence de cathédrale. L'homme qui avait tout contrôlé, qui avait bâti un empire et brisé des vies, écouta sa condamnation sans ciller, son visage de marbre ne trahissant aucune émotion. Martel, son homme de l'ombre, son fidèle exécutant, fut également lourdement condamné pour complicité d'assassinat et recel de cadavres. Il écopa de 20 ans de réclusion. Jusqu'au bout, il resta silencieux, un roc de loyauté muette envers l'homme qui l'avait entraîné dans sa chute, son silence étant la dernière et la plus accablante des preuves de sa culpabilité. La justice avait répondu à la question « Qui ?», et la réponse était aussi simple que terrifiante, le père. Le démantèlement du système Beaumont ne s'est pas arrêté là. Maître Lefebvre, le notaire et architecte financier de la dissimulation, et Jean-Marc Dubois, le gendarme corrompu, ont fait face à leur propre jugement. Leurs procès, bien que moins médiatisés, ont eu un impact profond sur leurs professions respectives. Ils furent tous deux reconnus coupables d'entrave à la justice, de corruption et de complicité. Leurs condamnations à des peines de prison ferme ont servi d'avertissement, prouvant que nulle haine était au-dessus des lois, pas même ceux qui étaient censés en être les gardiens. La chute de ces complices a mis en lumière la toile d'araignée d'influence qu'Henri Beaumont avait tissée pendant des décennies, un réseau de pouvoir et d'argent capable de pervertir les institutions. La résolution de l'affaire N n'était pas seulement la condamnation d'un meurtrier,
mais aussi la purge d'un système qui avait permis à son crime de rester impuni pendant si longtemps. Pour Claire, le procès fut une épreuve dévastatrice mais cathartique. Témoigner contre son oncle, l'homme qui l'avait élevé après la mort de ses parents, fut l'acte le plus difficile de sa vie. Chaque mot qu'elle prononçait à la barre était une trahison envers son passé, mais une allégeance envers la vérité et la mémoire de sa cousine. Soutenue à chaque instant par Julien, elle a trouvé la force de regarder la monstruosité de sa famille en face. La condamnation d'Henri n'a pas été une victoire, mais une libération. Était la fin de la peur, la fin du poids du secret, la fin de la loyauté toxique qui l'avait maintenue en silence. Elle pouvait enfin faire le deuil d'Élise, non pas comme la cousine brillante et écrasante, mais comme une victime dont elle avait contribué à honorer la mémoire. Le verdict a brisé ses chaînes, lui permettant enfin de se définir en dehors de l'ombre des Beaumont. Julien, quant à lui, n'a jamais cherché les lauriers du héros. Aux yeux du public, il était le catalyseur, l'homme ordinaire, dont le coup de marteau avait fait écrouler un empire de mensonges. Mais en privé, il ne ressentait qu'une profonde tristesse face au chagrin de sa femme, et à la destruction qu'il avait involontairement provoquée. Son intention initiale était simple. Construire un atelier, un espace de création tourné vers l'avenir. Au lieu de cela, il avait exhumé un passé macabre. Il comprit que son rôle dans cette histoire était celui d'un instrument du destin, un étranger au système dont le regard neuf et l'absence de peur avaient permis à la vérité d'émerger. Il n'en éprouvait aucune fierté, seulement le soulagement d'avoir tenu bon pour Claire et d'avoir offert, par son intégrité, une sépulture digne à une jeune femme que le monde avait oubliée. La réhabilitation publique d'Antoine de Valois fut l'une des conséquences les plus visibles du procès. Pendant 7 longues années, il avait porté le fardeau du fiancé et conduit, l'homme que la presse et l'opinion publique avaient subtilement désigné comme le suspect moral, sinon légal. Chaque article sur la disparition d'Élise ravivait la blessure et l'humiliation. Le procès l'a totalement blanchi, révélant qu'il était qu'un autre pion sur échiquier d'Henri Beaumont, manipulé et sacrifié pour servir la narration de la fugue. Son témoignage, empreint d'une dignité qui a forcé le respect, lui a permis de clore ce chapitre douloureux de sa vie. Il pouvait enfin reconstruire son existence sur des bases saines, libéré du fantôme d'Élise, et du soupçon qui avait plané sur lui comme un nuage toxique. La vérité lui a rendu non seulement son honneur, mais aussi sa paix. L'Empire Beaumont, autrefois un colosse de l'industrie française, ne survécut pas au scandale. La révélation que son fondateur et dirigeant était un meurtrier, a provoqué une onde de choc fatale sur les marchés financiers. La confiance, pierre angulaire de toute entreprise, s'est évaporée en une nuit. Les actionnaires ont fui, les contrats ont été rompus, et la société, privée de son chef tyrannique mais visionnaire, est devenue une proie facile. En moins d'1 an, le groupe fut démantelé, ses branches les plus profitables rachetées par des concurrents, qui attendaient ce moment depuis des années. L'héritage d'Henri Beaumont, ce pourquoi il avait tué sa propre fille, s'est désintégré comme un château de sable frappé par la marée. La justice immanente avait opéré, en voulant tout garder, il avait absolument tout perdu. Le manoir, théâtre du drame, est devenu un lieu maudit. Personne ne voulait plus vivre dans ces murs chargés d'une histoire si sordide. Après des mois de procédures juridiques complexes, la propriété fut saisie pour couvrir les dettes colossales, laissées par l'effondrement de l'entreprise. Mis aux enchères, il fut racheté par un consortium hôtelier pour une fraction de sa valeur. Les nouveaux propriétaires, soucieux d'effacer le passé, ont entrepris des rénovations massives, changeant la disposition des pièces, repeignant les murs, et donnant un nouveau nom au domaine. La chambre d'Élise, le grand salon de réception, la bibliothèque. Tous ces lieux chargés de sens ont été transformés, banalisés, leurs fantômes chassés par le bruit des travaux et la promesse d'un luxe aseptisé. Le voile du silence a été remplacé par le vernis de l'oubli commercial. Les objets au cœur de l'affaire ont acquis une portée symbolique durable. Le voile de mariée, délicate relique d'un amour qui n'a jamais existé, est devenu l'emblème de la vérité cachée, un tissu de mensonges aussi fin que la dentelle, mais aussi résistant que le temps. La note, cette fabrication diabolique, a illustré la perversité d'un esprit capable d'anticiper sa propre découverte, et de planter de fausses preuves pour se disculper. Quant au congélateur industriel, cet objet prosaïque et incongru, il restera à jamais gravé dans la mémoire collective, comme le sarcophage le plus glacial et le plus cynique qui soit, la preuve ultime que les horreurs les plus indicibles peuvent se cacher à la vue de tous, dans les recoins les plus ordinaires de notre quotidien. Ces éléments ne sont plus de simples pièces à conviction, mais des icônes d'une tragédie moderne.
L'affaire Beaumont est entrée dans la légende criminelle française, devenant un cas dit, école étudiée dans les académies de police et les facultés de droit. Elle a servi de parabole sombre sur les dangers du pouvoir absolu et la corruption qu'il engendre. Des livres, des documentaires et même une série télévisée ont disséqué chaque aspect de l'histoire, transformant les protagonistes en personnages de fiction. Le nom de Beaumont, autrefois synonyme de luxe et de réussite, est devenu une métaphore pour le secret familial, le patricide et la décadence d'une élite qui se croyait intouchable. La chute d'Henri a rappelé à tous qu'aucune fortune, aucune influence, ne peut acheter une impunité éternelle face à la persévérance de la justice et au poids d'une conscience, même si celle-ci est portée par un étranger armé d'un simple marteau. Loin du bruit et de la fureur médiatique, Claire et Julien ont choisi de recommencer leur vie ailleurs. Ils ont vendu leur part de l'héritage déchu et ont quitté la vallée de la Chevreuse pour s'installer dans une petite ville de province où personne ne connaissait leur nom. Le traumatisme a laissé des cicatrices profondes, mais il a aussi solidifié leur union. En affrontant ensemble l'horreur, ils ont tissé un lien indestructible. Claire, libérée du fardeau de son nom et de l'emprise psychologique de sa famille, a lentement réappris à vivre sans peur. Elle a trouvé une paix qu'elle n'avait jamais connue, une paix payée au prix fort. L'atelier que Julien voulait construire est finalement né, non pas dans un manoir hanté mais dans une maison modeste baignée de lumière, un véritable espace pour créer un avenir qui leur appartenait enfin entièrement. Ainsi le silence qui avait emmuré la vérité pendant 7 longues années fut définitivement brisé. Les questions soulevées par la découverte d'un voile jauni dans une cloison ont toutes trouvé leur réponse, une réponse claire, brutale et sans équivoque. Il n'y avait pas d'amant mystérieux, pas de fugue romanesque, seulement la froide logique du pouvoir et de la cupidité. La résolution de l'affaire Élise Beaumont n'est pas seulement l'histoire de la résolution d'un crime, mais la démonstration qu'aucun secret, aussi profondément enfoui soit-il, ne peut résister à la force d'un hasard et à la quête de justice. Car si certains murs sont construits pour dissimuler des monstres, ils finissent toujours, un jour ou l'autre, par s'effondrer. Et le son qu'ils font en tombant est celui de la vérité. Le nom de Beaumont, autrefois chuchoté avec un mélange de respect et d'envie dans les salons parisiens, est devenu une cicatrice indélébile dans la mémoire collective française. Il évoque plus le pouvoir, la réussite ou l'élégance d'une lignée prestigieuse, mais la plus sombre des trahisons, le patricide. Chaque mention de ce nom dans les journaux ou les conversations est désormais un rappel glaçant que les empires les plus solides peuvent être construits sur des fondations de mensonges et de sang. La saga des Beaumont n'est plus une histoire de succès entrepreneurial, mais une tragédie shakespearienne moderne, une parabole sur l'orgueil démesuré et la corruption morale qui ronge les dynasties se croyant au-dessus des lois communes. Le luxe et l'influence ont été effacés, ne laissant que la tache infâme d'un crime impardonnable, un héritage de honte transmis aux générations futures. Quant au manoir, théâtre silencieux de ce drame, il a été purgé de son histoire. Vendu, restructuré, rebaptisé, il est devenu un hôtel de luxe anonyme, ses couloirs où résonnaient autrefois les secrets de famille accueillant désormais des touristes en quête de tranquillité. Les nouveaux murs, peints de couleurs claires et apaisantes, tentent de faire oublier le sang et les larmes qui ont imprégné les anciens. La chambre d'Élise est peut-être devenue une suite nuptiale, ironie macabre du destin. Mais peut-on vraiment effacer les fantômes en changeant simplement le décor? Les murs peuvent être abattus et reconstruits, mais l'énergie d'un tel drame, la mémoire des lieux, s'efface-t-elle jamais complètement ou attend-elle simplement, silencieuse, que de nouveaux occupants ressentent le froid inexplicable d'un passé qui refuse de mourir tout à fait? Loin de cette agitation, dans une vie rendue volontairement ordinaire, Julien et Claire ont trouvé une forme de paix. Ils ont appris que le véritable luxe n'est pas dans les possessions ou le statut, mais dans le silence d'une conscience tranquille. La vérité les a libérés, mais elle leur a aussi tout pris. Ils portent les cicatrices de cette histoire, non comme un fardeau, mais comme un rappel constant de la fragilité du bonheur et de la force qu'il faut, pour se reconstruire sur des ruines. L'atelier de Julien a finalement vu le jour, un espace baigné de lumière où il ne crée plus des structures de béton et d'acier, mais un avenir fragile, pièce par pièce, loin de l'ombre écrasante du manoir Beaumont. Leur amour, forgé dans le lit d'épreuves, est la seule chose qui a survécu à l'effondrement de ce monde de mensonges. Les objets, eux, sont entrés dans la légende. Le voile de mariée, exposé un temps comme pièce à conviction, est devenu le symbole ultime de l'innocence trahie, un linceul de dentelle tissé de secrets mortels. La note, cette fausse piste diabolique, est étudiée dans les écoles de police comme un exemple de la perversité d'un esprit criminel capable de planifier sa propre disculpation.
Et le congélateur, cet artefact banal de la vie quotidienne, a acquis une aura sinistre, rappelant à tous que l'horreur la plus absolue peut se nicher dans les endroits les plus familiers, juste sous nos yeux. Ces reliques d'un drame familial sont devenues des totems culturels, des avertissements silencieux sur les monstres qui peuvent se cacher derrière les visages les plus respectables de notre société. La justice a rendu son verdict, les coupables sont derrière les barreaux, et l'ordre social semble rétabli. Mais la résolution légale suffit-elle à apaiser la tragédie humaine? Henri Beaumont finira ses jours en prison, mais cela ne ramènera jamais Élise. La chute de son empire est une forme de justice poétique. Mais elle ne comble pas le vide, laissé par une vie fauchée en pleine ascension. L'affaire Beaumont a prouvé que la justice peut être rendue. Mais elle a aussi montré ses limites. Elle peut punir les coupables, mais elle ne peut pas guérir les blessures de ceux qui restent, ni effacer les 7 années durant lesquelles un meurtre a été déguisé en chagrin d'amour, un crime en tragédie romanesque. La vérité a un prix, et parfois, ce prix est si élevé qu'il ressemble à une défaite. Au-delà des faits et des condamnations, une question demeure, flottant dans l'air comme la poussière dans la chambre de Élise. Qui était-elle vraiment? Une victime innocente de la tyrannie de son père, ou une joueuse tout aussi impitoyable, qui a simplement perdu la partie finale? Son plan de prise de contrôle était audacieux, presque aussi cruel dans sa conception que le crime de son père. A-t-elle sous-estimé l'homme qu'elle affrontait, ou a-t-elle, par son ambition démesurée, allumé elle-même l'incendie qui la consumait? L'histoire a fait d'elle une martyre, mais la vérité est peut-être plus complexe, plus grise. Peut-être que dans cette guerre pour le pouvoir, il n'y avait pas de héros, seulement 2 prédateurs d'une même lignée, et que l'un a simplement dévoré l'autre. Cette histoire nous enseigne une leçon intemporelle. Les secrets sont un poison. Ils ne meurent jamais d'eux-mêmes, ils grandissent dans l'obscurité, se nourrissent du silence et finissent toujours par s'infiltrer à travers les fissures des murs les plus épais. La famille Beaumont a bâti sa fortune et sa réputation sur une façade de perfection, mais derrière ce vernis se cachait une pourriture qui rongeait tout de l'intérieur. Le drame d'Élise n'est pas une exception, mais un exemple extrême de ce qui se produit lorsque la loyauté envers un nom devient plus importante que la vérité et l'amour. Chaque famille a ses secrets, ses non-dits, ses fantômes dans le placard. La plupart ne se terminent pas par un meurtre, mais tous, sans exception, finissent par laisser des cicatrices. Et ce N était que le début de quelque chose de bien plus grand. L'affaire Beaumont a ouvert une brèche, révélant les fissures dans le monde apparemment parfait des grandes dynasties. Si vous voulez découvrir d'autres histoires où les apparences sont trompeuses et où la vérité se cache à la vue de tous, abonnez-vous et activez les notifications. Dites-nous en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus choqué. Pensez-vous que d'autres secrets aussi sombres dorment encore derrière les portes closes des puissants? Votre soutien nous permet de continuer à abattre les murs du silence. Julien voulait abattre un mur pour construire un avenir. Mais il a découvert que les murs les plus dangereux ne sont pas ceux faits de briques et de plâtre. Ce sont ceux, invisibles, que nous construisons autour de nos cœurs et de nos familles pour nous protéger de la vérité. Il a appris, et nous avec lui, qu'aucun secret ne peut être emmuré pour toujours. Tôt ou tard, par hasard ou par nécessité, quelqu'un vient toujours donner ce premier coup de marteau. Et lorsque le mur s'effondre, le son qu'il produit n'est pas celui de la destruction, mais celui, assourdissant et libérateur, de la vérité qui reprend enfin sa place.